La plupart d'entre nous avons appris à survivre en réagissant, pas en choisissant. On nous a appris à supporter le poids des circonstances, comme si endurer était équivalent à vivre. Mais il y a un coup caché dans cette résistance automatique. La fracture silencieuse du caractère, l'usure psychologique d'essayer de contrôler tout sauf ce qui compte vraiment. Le bien-être, bien qu'annoncé comme un prix, n'est pas un trophée que l'on atteint d'un coup, ni une promesse vide des livres de développement personnel. C'est une pratique quotidienne, une discipline mentale qui ne fait pas de concessions et exige une honnêteté brutale envers soi-même. Les anciens stoïciens n'ont pas écrit pour avoir l'air sage, mais parce qu'ils savaient ce qu'était la défaite, la perte et l'impuissance. Leur héritage n'est pas une recette magique, mais un entraînement. Maîtriser l'attitude, pas l'environnement. Répondre avec clarté, pas avec des impulsions. Aujourd'hui, au milieu du bruit et de la pression constante, il est facile de céder au chaos intérieur, de chercher des coupables, de se distraire avec des excuses. Ce qui est difficile, et ce qui fait la différence, c'est de s'arrêter, d'observer et de choisir avec rigueur mentale. Tu ne peux pas contrôler le monde, tu peux contrôler ton esprit. C'est la ligne qui sépare ceux qui répètent des schémas de ceux qui prennent le contrôle. Ici, nous ne parlons pas de perfection, ni de promesses vides, mais d'habitudes que l'on peut pratiquer. 10 mécanismes stoïciens pour construire une force intérieure et une tranquillité, non pas pour fuir la vie, mais pour l'affronter avec sérénité et courage. Si tu cherches le confort, ce n'est pas ton chemin. Si tu veux une vraie liberté, commence par entraîner ta réponse. Respire avant de réagir. La vérité est que la plupart des gens réagissent comme des automates à toute provocation, comme si la vie leur devait une explication immédiate ou une issue favorable à leurs attentes. Vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas de contrôle, et chaque fois que vous réagissez à un mot, un regard ou un contretemps, vous montrez que vous n'êtes pas maître de vous-même. Croyez-vous vraiment que vous pouvez parler de liberté si vous êtes esclave de vos premières impulsions? L'impulsion immédiate, cette étincelle qui vous pousse à élever la voix, à envoyer le mauvais message ou à prendre une décision dont vous vous repentirez une demi-heure plus tard, est le mécanisme mental qui vous maintient piégé dans le même cycle de faiblesse et de regret. Les gens se justifient en disant que c'est comme ça que je suis, que je ne peux pas m'en empêcher, alors que la réalité est que vous vous êtes habitué à vivre sans frein interne, sans ralentir le poids de l'émotion avant de la déverser sur le monde. Respirer avant de réagir n'est pas un conseil mou, ni une technique d'auto-assistance bon marché. C'est le premier filtre pour ne pas être marionnette de vos émotions. La pause, ce moment de respiration, ne vous rend pas moins courageux ni moins authentique. Au contraire, c'est une coupure radicale avec la routine du désordre. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas ressentir de colère, de peur ou de frustration, mais d'avoir la force de soutenir ces sentiments, de les regarder en face et de décider s'il vaut la peine d'investir votre énergie en eux ou s'ils ne vont que fracturer davantage votre caractère. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer leurs émotions, mais à éviter que les émotions ne les contrôlent. C'est aussi simple que cela. Celui qui ne s'arrête pas se trahit lui-même. La maîtrise de soi commence à ce moment inconfortable où vous pouvez sentir votre pouls s'accélérer et, au lieu d'exploser, vous choisissez de respirer. Parce que si vous n'êtes pas capable de tenir quelques secondes entre le stimulus et la réponse, vous ne serez pas non plus capable de changer quoi que ce soit de profond dans votre vie. N'attendez pas de ressentir une calme automatique. Cela ne viendra pas. Au début, la pause est inconfortable, presque insupportable, car votre esprit exige une gratification instantanée, exige d'avoir raison et de déverser le poids de l'émotion sur le champ. Mais cet espace qui semble d'abord inutile, est exactement l'endroit où commence le véritable entraînement mental. Chaque fois que vous l'appliquez, même maladroitement, vous brisez des années de réaction automatique. Vous construisez, pas à pas, le muscle invisible de l'autocontrôle, le seul qui compte vraiment quand tout le reste s'effondre.
Personne ne va vous applaudir pour avoir respiré avant de répondre. Personne ne remarquera la bataille intérieure. Mais c'est là, dans cette seconde invisible, que se définit si vous êtes maître ou victime de vous-même. La plupart des gens n'essaient jamais parce qu'il est plus facile de se plaindre que de se contenir. Parce qu'il est plus confortable de blâmer le monde que d'admettre que la réaction était enfantine, précipitée, insuffisante. Vous n'êtes pas une exception. Si vous ne vous entraînez pas à la pause, vous continuerez à donner votre pouvoir à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle personne qui se mettra sur votre chemin. Il faut le dire clairement, celui qui ne respire pas, répète. Celui qui ne se retient pas, s'affaiblit. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez l'impulsion de réagir, rappelez-vous ceci. Votre première réaction est presque toujours la moins digne de vous. Respirez. Gagnez le droit de choisir votre réponse, même si personne ne le voit, même si personne ne l'apprécie. Parce que ce n'est qu'alors que votre vie commence à cesser d'être une réaction en chaîne et devient une décision consciente. La force naît dans le silence entre le stimulus et la réponse. Ne la gaspillez pas. 2. Décide de ton approche chaque matin. Ton réveil sonne et la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone. Sans y penser, tu es déjà en train de consulter des messages, des nouvelles, des notifications absurdes. Tout à coup, ton esprit appartient déjà aux autres, à l'urgence, à l'extérieur, à ce que tu n'as même pas choisi. Et tu n'es même pas encore sorti du lit. Ce n'est pas un hasard si la plupart de tes journées commencent chargées d'anxiété ou de fatigue mentale. Tu te lances dans le monde sans avoir décidé, ne serait-ce qu'une seconde, comment tu veux l'affronter. Le pilote automatique te traîne dès la première minute et ce qui se passe ensuite n'est qu'une réaction en chaîne. Tu penses que tu n'as pas le temps de choisir ton approche, mais la vérité est que tu te la voles à chaque fois que tu permets à l'extérieur de marquer ton ton intérieur. Le monde veut que tu réagisses, pas que tu décides. Il veut ton attention dispersée, ta volonté faible, ton esprit disponible pour n'importe quel stimulus. Si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne te demandes pas quelle attitude tu vas cultiver aujourd'hui, tu deviens un reflet de ce qui se passe à l'extérieur et non de ce qui compte vraiment à l'intérieur. Il y a une habitude invisible, presque subversive, que les stoïciens défendaient, celle de commencer la journée en prenant une position intérieure, sans la laisser au hasard ni à la pression de l'environnement. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, avant de faire face à l'empire et aux difficultés quotidiennes, en se rappelant quel type de personne il voulait être et comment il réagirait face à l'ingratitude, à l'injustice, à la difficulté. Ce n'était pas de l'optimisme bon marché, ni de la magie de la pensée positive. C'était une déclaration d'intention contre le chaos. Cela signifie s'arrêter avant que le bruit extérieur ne t'atteigne et te demander, avec une brutalité honnête, d'où vas-tu vivre cette journée? Il ne s'agit pas de prédire ce qui va se passer, ni d'éviter le stress, mais de choisir, en toute conscience, le filtre à travers lequel tu vas regarder ce qui se produit. La différence entre une journée gâchée et une journée vécue se trouve dans ces 30 secondes de clarté avant que tout commence. L'esprit humain, par défaut, recherche le confort et la familiarité. Il te maintient dans les mêmes schémas de préoccupation, dans les mêmes plaintes, dans la même sensation que tout te dépasse. Le travail du matin n'est pas de te motiver artificiellement ni de te remplir de phrases vides. C'est de regarder de front les défis, la fatigue, l'incertitude et de décider si tu vas laisser cela te conditionner ou si tu vas exercer le droit inconfortable de choisir ta perspective. Personne ne peut le faire à ta place. Tu n'as pas besoin de rituels complexes, ni d'une heure de méditation, ni d'une liste interminable d'objectifs. Tu as besoin de la conviction, même silencieuse, que ton état mental n'est pas à vendre chaque fois qu'un nouveau jour se lève. Ce que tu décides au réveil devient la racine de toutes tes réponses. Ce que tu ne décides pas finit par être décidé par l'inertie de tes émotions et par la pression de l'environnement. L'approche matinale est un investissement minimal qui rapporte des dividendes toute la journée.
Il y a des jours où la lassitude pèse 3 fois plus et tu ne veux rien choisir. C'est justement là que se forge la fermeté intérieure. Il ne s'agit pas d'éliminer la difficulté, mais de la regarder sans fioriture et de décider comment tu vas te comporter indépendamment d'elle. Le monde peut te donner des raisons de ressentiment ou d'apathie, mais tu peux te donner des raisons de clarté et de dignité. C'est ainsi que commence le véritable changement. Non pas quand la vie s'améliore, mais quand tu améliores la façon dont tu l'affrontes. Ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est de l'auto-affirmation. Décide de ton approche avant que le monde ne décide pour toi. L'attitude ne s'improvise pas, elle s'entraîne à l'aube. Le jour où tu choisis comment tu vas regarder la vie est le jour où tu reprends le contrôle que tu avais offert. 3. Sois maître de ton attention. Je te l'avoue sans détour, la majeure partie de ma vie, j'ai eu l'impression que mon attention ne m'appartenait pas. C'est inconfortable de le reconnaître, mais la réalité est brutale. Il suffit d'observer comment, minute après minute, l'esprit s'immisce dans des conversations inutiles, ressasse des griefs passés, s'obsède sur des détails sans importance ou se perd dans des distractions qui n'apportent rien. Ce n'est pas seulement le bombardement de notifications ou les réseaux sociaux, c'est cette tendance presque addictive à abandonner l'important pour l'immédiat, l'essentiel pour le superficiel. L'attention, qui devrait être ton outil le plus précieux, finit par devenir un terrain de manipulation et de gaspillage. Ce n'est pas un hasard. Le monde moderne a transformé la dispersion en norme et la concentration en rareté. Mais la racine est plus profonde. Ce n'est pas seulement que l'environnement te vole ton attention, c'est que tu l'abandonnes toi-même sans trop lutter. Il existe un mécanisme mental qui s'active chaque fois que tu choisis de t'anesthésier avec des stimuli faciles, chaque fois que tu remets à plus tard une tâche inconfortable ou que tu permets à d'autres de définir tes priorités. Le résultat est une dette silencieuse. Tu perds la capacité de diriger ta vie parce que tu n'entraînes pas la discipline de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Si tu analyses tes journées avec honnêteté, tu verras des schémas clairs. L'attention ne se disperse pas sans raison. Elle se disperse parce qu'il est douloureux de soutenir l'inconfort, parce qu'il est difficile de regarder en face ce qui exige un effort soutenu. Il est plus simple de sauter d'une distraction à une autre que de faire face au travail réel, à la conversation en attente, au silence inconfortable qui oblige à penser. Le problème est cumulatif. Chaque fois que tu renonces à décider sur quoi te concentrer, tu renforces cette fracture interne qui te rend de moins en moins capable de soutenir un but propre. L'environnement le sait et en profite, mais la première défaillance est personnelle. Le contrôle de ton attention n'est pas un luxe ni un truc de productivité, c'est la base de tout changement profond. À ce à quoi tu prêtes attention, tu donnes du pouvoir. Si ton attention est fragmentée, ta vie le sera aussi. Voici le filtre qui déforme ton expérience. Tu laisses l'extérieur dicter ton état intérieur et ensuite tu te demandes pourquoi tu n'as pas de paix ou de volonté. Les stoïciens l'ont compris bien avant l'ère de l'addiction numérique. Épictète disait que n'est pas esclave seulement celui qui obéit à un maître, mais celui qui ne peut gouverner ses propres pensées. L'esprit indiscipliné est un terreau fertile pour l'anxiété, pour la plainte, pour la dépendance aux stimuli extérieurs. Tu ne peux pas parler de liberté si ton attention est enlevée toutes les demi-heures par n'importe quoi qui se passe en dehors de toi. C'est ici que l'habitude stoïque devient radicalement pratique. Il s'agit d'établir de petites murailles internes, décider avec clarté et fermeté où tu vas mettre ton focus et le protéger comme s'il s'agissait de ta seule richesse personnelle. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les distractions car c'est impossible, mais de choisir consciemment quand et comment tu t'exposes à elles. C'est inconfortable au début parce qu'il semble que tu te perds quelque chose, mais ce que tu perds vraiment, c'est ta propre vie lorsque tu ne choisis pas dans quoi tu t'immerges. Fais l'essai, identifie pendant 1 heure quelle chose te distrait et questionne pourquoi tu leur laisses entrer. Tu verras que la plupart sont des habitudes automatiques, des routines mentales que tu ne remets jamais en question.
Changer cela exige une décision inconfortable, presque douloureuse. Dire non à la satisfaction instantanée pour construire une attention plus forte. C'est ça la véritable autodiscipline. Soutenir l'inconfort de choisir le focus lorsque tout conspira pour te disperser. Un esprit dispersé est une vie en pilote automatique. Un esprit concentré est une vie délibérée. Tu peux choisir à quoi tu penses, mais tu peux aussi refuser de donner ton attention pour rien. Le contrôle de l'attention est l'entraînement invisible du caractère. Si tu ne la diriges pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Personne ne peut te voler ce que tu ne donnes pas. 4. Libère-toi du résultat. Une main serre le dé avant de le lancer, les articulations tendues, la respiration retenue. Pendant un instant, tout le corps se prépare à l'issue. La rotation, le bruit sec contre la table, la chute finale du sort. Mais dès que le dé roule, dès qu'il quitte les doigts, le contrôle disparaît. Ce qui se passe ensuite n'est plus entre tes mains, même si toute ta tension veut s'accrocher au résultat. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il s'obsède avec ce qu'il ne peut pas garantir. Tu presses, tu forces, tu t'épuises, comme si presser plus fort pouvait influencer ce qui est hors de ta portée. La vie est pleine de ces dés lancés. Une conversation que tu as préparée, un projet dans lequel tu as mis ton âme, une relation dans laquelle tu as investi des années. Tu fais ce que tu peux, tu donnes le meilleur de toi-même, mais au fond, tu veux une garantie que cela se passera comme tu l'espères. Tu vis enchaîné à l'issue, et cette chaîne est invisible, mais elle pèse. Elle pèse dans la mâchoire serrée, dans les épaules chargées, dans l'anxiété qui t'accompagne comme une dette qui ne se paie jamais. L'habitude stoïque de se libérer du résultat n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée dans son état pur. Il s'agit d'entraîner le muscle de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, avec la même discipline que celle avec laquelle tu choisis les pensées que tu vas nourrir. Regarde tes mains après avoir fait ce qu'il fallait. Si tu continues à t'accrocher au résultat, tu perds de l'énergie et de la paix mentale. Si tu lâches prise, tu retrouves un espace intérieur que personne ne peut te ravir. Observe-toi lorsque tu termines une tâche. Est-ce que tu continues à passer en revue chaque possible échec, chaque réaction des autres, chaque futur hypothétique? C'est vivre hypothéqué au résultat. Et chaque jour que tu le fais, tu remets ta sérénité à des variables que tu ne pourras jamais contrôler totalement. Il ne s'agit pas de cesser de t'efforcer, ni de revenir au cynisme de « je me fiche de tout ». Il s'agit d'une maturité brutale. Tu agis, tu t'investis, mais tu te détaches du désir que le monde te rende exactement ce que tu attends. Les stoïciens appelaient cela ataraxie, l'imperturbabilité face à l'incertain. Tu la ressens quand, après avoir fait ce qu'il fallait, tu peux cesser de ruminer, cesser de vérifier ton téléphone, cesser de regarder du coin de l'œil la réaction des autres. C'est ce moment où, même si l'issue n'est pas parfaite, tu choisis de ne pas te punir, ni de te célébrer excessivement. Parce que ni les éloges, ni l'échec ne te définissent vraiment. Seulement ce que tu as fait avec ce qui dépendait de toi. Le reste, ce sont des dés dans les airs. L'entraînement commence dans le petit. Tu remets un rapport, tu passes un appel difficile, tu donnes un avis sincère. Ta tâche n'est pas de garantir la réponse, mais d'être impeccable dans ton action. Chaque fois que tu lâches l'obsession du résultat, tu deviens un peu plus libre. C'est une habitude inconfortable parce que l'esprit veut contrôler chaque détail. Il veut de la certitude. Il veut une récompense immédiate pour ne pas se sentir vulnérable. Mais la liberté intérieure naît là, dans le renoncement volontaire à l'illusion de contrôle. Tu peux te briser de l'intérieur chaque fois que le monde ne suit pas ton scénario, ou tu peux apprendre à lâcher le scénario et à répondre avec dignité, sans te perdre dans la frustration. Tu n'es pas tes succès ni tes échecs, tu es la qualité de ce que tu donnes. Le reste n'est pas ta propriété, même si cela fait mal. Personne ne peut vivre en paix tant qu'il est dépendant des applaudissements ou du rejet. Seul celui qui lâche le résultat peut vraiment se reposer. Fais ce qu'il faut, lâche le reste. Le poids de ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton énergie. La liberté se ressent légère.
5. Remercie avec les pieds sur terre. Tu ne mérites rien simplement parce que tu existes. C'est la vérité que personne ne veut entendre et que presque tout le monde esquive avec des discours d'auto-indulgence et de gratitude creuse. On t'a vendu le mensonge selon lequel remercier consiste à répéter des phrases positives ou à te forcer à te sentir bien pour tout ce que tu as, comme si cela suffisait à changer ta réalité. Mais la gratitude n'est pas une anesthésie émotionnelle, ni une technique bon marché pour masquer tes frustrations. C'est de la lucidité, pas du réconfort. Remercier avec les pieds sur terre signifie regarder le solde réel de ta vie, reconnaître ce qui est sans l'embellir, et accepter aussi ce qui fait mal, ce qui manque, et ce qui ne se réparera pas simplement parce que tu le désires. Ne confonds pas gratitude avec conformisme, ni avec abandon. Ce qui importe, c'est que tu n'utilises pas la gratitude comme excuse pour éviter de prendre en charge ce que tu peux réellement transformer. Beaucoup utilisent la gratitude comme un déguisement pour ne pas faire face à leur manque. Ils se disent « je dois être reconnaissant, il y a des gens qui vont pire », et avec cela, ils se résignent à la médiocrité, aux relations toxiques ou aux routines qui les épuisent. Ce n'est pas de la force, c'est de la lâcheté camouflée. La véritable gratitude exige une honnêteté brutale. Voir le bon sans nier le mauvais, apprécier ce que tu as sans fermer les yeux sur ce qu'il te reste à construire. Si tu remercies seulement pour te sentir mieux, tu te mens. Si tu remercies pour éviter l'effort et justifier le statu quo, ce que tu fais, c'est te fragiliser. La gratitude lucide est inconfortable car elle t'oblige à reconnaître que tout peut se perdre, que rien n'est garanti et que ce que tu as aujourd'hui est fragile, temporaire et souvent immérité. Tu n'as pas tout gagné. Tout ne t'a pas été donné par justice. Il est arrogant de supposer que tu mérites plus simplement parce que tu respires. La vie ne négocie pas avec tes attentes. Sénèque l'a dit clairement. Ce n'est pas heureux qui a le plus, mais qui a le moins besoin. Mais n'utilise pas cette phrase comme un bouclier pour ne pas aspirer à plus, mais comme un rappel de ce que tu contrôles réellement peu. La gratitude stoïque est un exercice de réalité, pas de fantaisie. Elle ne te demande pas de feindre la joie. Elle exige que tu vois ta vie telle qu'elle est, sans embellissement ni drame. Si aujourd'hui tu as la santé, la stabilité ou de l'affection, comprends que cela peut changer à tout moment. Ne t'accroche pas, ne réagis pas avec l'arrogance de croire que le monde te doit une continuité. La gratitude n'est pas passive, c'est la base pour agir avec plus de clarté, pas avec moins d'ambition. Remercier n'est pas se rendre, c'est se préparer à ce qui vient tout en tirant la valeur de ce que tu as aujourd'hui. Si tu te contentes de remercier automatiquement, sans réfléchir, tu es aussi irresponsable que celui qui ne fait que se plaindre. Ce sont deux façons de refuser de grandir. La véritable gratitude est une position active. Tu reconnais ce qui est et tu l'utilises comme point de départ, pas comme excuse pour rester immobile. Tu remercies le bon, tu l'acceptes, puis tu te lèves pour travailler sur ce qui manque. Tu ne dois pas à la vie une gratitude servile, tu te dois à toi-même l'obligation de ne pas gaspiller ce que tu as. C'est cela la dignité, c'est cela le courage. Arrête d'utiliser la gratitude comme un analgésique. Utilise-la comme un diagnostic. Fais le bilan sans craindre l'inconfort. Ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Ce que tu ressens aujourd'hui, tu peux le transformer si tu cesses de te mentir. Personne ne va te reconnaître pour remercier en silence, mais c'est là que se forge la véritable force, en regardant ce que tu as et en décidant malgré tout d'aller chercher plus. Ne confonds pas la gratitude avec l'auto-illusion. Remercie, mais ne t'endors jamais. La gratitude lucide est le point de départ, pas la fin du chemin. 6. Fais des pauses pour retrouver la clarté. La vérité est que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais assez pour voir ce qui leur arrive vraiment. Ils vivent poussés par la hâte, par l'urgence de faire, de résoudre, d'être partout, convaincus que s'ils s'arrêtent ne serait-ce qu'une minute, ils perdent le contrôle ou prennent du retard.
Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette impulsion constante d'avancer, d'accumuler des heures d'activité et de répondre à chaque demande est exactement ce qui leur vole la clarté et le calme qu'ils recherchent tant. Il n'y a pas de force intérieure possible si tu ne te donnes jamais la permission de t'arrêter. Celui qui ne sait pas s'arrêter ne sait pas non plus voir. L'esprit saturé commence à déformer la réalité. Il exagère des problèmes mineurs, perd le sens de l'important, s'étouffe dans des détails sans poids. Sans pause, tu deviens la victime de ton propre désordre mental. Ce n'est pas que la vie soit trop difficile, c'est que tu la rends insupportable en te refusant le droit de respirer et de regarder de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu es honnête, tu reconnaîtras qu'il y a des moments où tu continues à faire des choses juste parce que tu ne supportes pas le vide que laisse le silence. Il y a une peur silencieuse de te retrouver seul avec tes pensées, de faire face à ce que tu ressens vraiment lorsque l'exigence diminue et que le bruit s'estompe. Fuir le repos est une façon de fuir soi-même. Mais chaque fois que tu fuis la pause, l'esprit s'alourdit d'une dette invisible. Émotions non traitées, jugements que tu ne remets jamais en question, tensions qui s'accumulent jusqu'à intoxiquer ton caractère. Tu ne peux pas attendre la clarté si tu ne stoppes jamais le flux. La fatigue mentale est plus dangereuse que la fatigue physique, car elle ne se remarque pas jusqu'à ce que tu commences à mal réagir, à voir tout plus sombre, à perdre la perspective et la compassion. Tu n'es pas productif en supportant le rythme. Tu deviens juste plus maladroit et moins lucide chaque fois que tu insistes à ne pas t'arrêter. La pause consciente n'est ni oisiveté ni paresse. C'est un investissement délibéré dans ta propre stabilité. C'est arrêter la marche juste assez pour retrouver de la distance, pour observer le panorama sans la pression de l'urgence. Lorsque tu te donnes cette licence, même pour quelques minutes, le poids mental commence à se relâcher. Tu découvres que beaucoup de préoccupations n'étaient que des répétitions automatiques, que beaucoup de colère était une accumulation de fatigue, que la plupart de tes décisions hâtives sont dues à un manque d'espace entre un stimulus et ta réponse. La pause est le filtre le plus efficace pour les distorsions internes. C'est là qu'émerge l'une de ces vérités inconfortables. Celui qui ne s'arrête pas se trompe plus. Celui qui se permet de s'arrêter retrouve le contrôle et la perspective. C'est inconfortable au début parce que l'habitude de l'auto-exigence va te crier de continuer, qu'il y aura bien le temps de se reposer après. Mais le après n'arrive jamais, et ainsi passe la vie, sans clarté, sans pause, sans direction. Tu n'as pas besoin de vacances ni de retraite spirituelle pour retrouver la clarté. Il suffit de t'arrêter vraiment plusieurs fois par jour, même si ce n'est que 5 minutes. Ferme la porte, éteins les notifications, respire et observe comment est ton esprit. Demande-toi, sans anesthésie, est-ce que j'agis depuis la fatigue, depuis la réaction ou depuis la clarté? Rien que cette question, dans cet espace bref d'honnêteté, peut te redonner le pouvoir que tu offres chaque jour à la hâte et au chaos. Le muscle de la clarté se renforce dans les pauses. C'est là que la confusion se filtre et que l'on retrouve la force de mieux décider. La pause n'est pas une faiblesse, la pause est une stratégie. Celui qui ne s'arrête pas se perd lui-même. Fais des pauses, retrouve la clarté. Ne continue pas à avancer aveuglément dans une vie que tu n'as pas décidé de vivre. 7. Réfléchis avant de dormir. Tu éteins la lumière et le silence te frappe avec tout le poids de la journée. Il ne s'écoule même pas 3 minutes que l'esprit commence à repasser des scènes, des gestes, des mots mal dits ou non dits, des décisions que tu n'as pas encore closes. Malgré la fatigue, les images reviennent, la discussion où tu as perdu le contrôle, le message que tu as évité de répondre, la petite trahison de tes propres principes par confort ou peur. Tu n'as pas besoin d'inventer de grands drames pour savoir qu'à la fin de la journée, l'esprit se repose rarement en paix. La plupart se rend simplement au sommeil en repoussant les pensées inconfortables à demain,
comme si l'oreiller suffisait à réinitialiser la conscience. Mais la dette s'accumule. Chaque nuit où tu dors sans passer en revue ta journée, tu renforces le cycle d'inconscience et répètes les mêmes erreurs le lendemain. La réflexion nocturne n'est pas un acte mou ni une auto-assistance déguisée en spiritualité. C'est un mécanisme stratégique pour briser la chaîne de la réaction automatique. Si tu ne te demandes pas, avec une brutalité honnête, ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait et ce que tu aurais pu faire mieux, tu te condamnes à répéter le même scénario. Le stoïcisme l'a compris il y a des millénaires. Sénèque recommandait, chaque nuit, de passer en revue les actions de la journée, comme si tu étais ton propre juge et témoin. Pas pour te punir, mais pour entraîner le muscle de l'autocritique lucide, celui qui te permet d'ajuster le cap avant que les erreurs ne s'enchaînent et ne déforment ton caractère. Réfléchir avant de dormir est le filtre final. La question est simple. Oses-tu regarder en face et sans excuse ce que tu as fait aujourd'hui? Le mécanisme psychologique est aussi clair qu'inconfortable. Sans révision, l'esprit s'accommode, justifie, maquille et oublie rapidement ce qui fait mal. Mais si avant de dormir, tu prends 5 minutes pour t'interroger sans anesthésie, à quel moment as-tu cédé à l'impulsion? Quand as-tu choisi la paresse? À qui as-tu failli? De quoi peux-tu vraiment être fier? Tu commences à clore des cycles internes et à éviter que la culpabilité, l'auto-illusion ou l'autosatisfaction ne s'enracinent. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais d'éviter la dérive. L'entraînement nocturne est la dernière défense contre l'inconscience. Si tu ne corriges pas aujourd'hui, demain sera plus difficile. Ce que tu ne révises pas se répète. Cette habitude est inconfortable, car elle t'oblige à soutenir le regard sur ce qui est désagréable. Mais c'est ainsi que tu deviens maître de tes réponses, et non esclave de l'inertie. L'analyse quotidienne te donne la carte réelle de tes avancées et de tes fractures. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Tu peux tromper le monde, mais pas ta conscience quand tu éteins la lumière et que tout le superflu cède. La réflexion n'est pas une punition, c'est une autocorrection. Si tu n'oses pas vraiment voir ta journée, tu n'as pas non plus le droit de réclamer un demain différent. La répétition sans révision est la recette de la médiocrité. La croissance exige de l'inconfort. Peu importe à quel point tu es fatigué, 5 minutes d'honnêteté valent plus que 8 heures de repos inconscient. L'esprit se renforce quand il clôt la journée avec des questions inconfortables et des réponses réelles. L'excellence s'entraîne dans l'invisible, dans la révision silencieuse avant le sommeil. Ce que tu révises, tu peux le transformer. Ce que tu nies te gouverne. Fais de la clôture de la journée ton exercice le plus stratégique. L'esprit qui ose se voir sans masque est celui qui peut vraiment changer. 8. Choisis la simplicité. Rejette l'excès. J'ai du mal à l'admettre, mais j'ai construit une grande partie de ma vie sur le piège de l'excès. Je m'en rends compte chaque fois que j'ouvre un tiroir et que je trouve des objets que je n'utilise pas. Lorsque je consulte mon agenda et que je vois des rendez-vous que je ne souhaite même pas honorer. Lorsque je fais le tour dans ma tête des préoccupations qui ne m'appartiennent pas ou des attentes qui ne sont même pas les miennes. Il y a des jours où tout semble s'accumuler, engagements, souvenirs, opinions des autres, jusqu'à des sensations physiques comme la fatigue, l'inconfort dans les épaules, le léger bourdonnement de tant de tâches en attente. Le pire, c'est que souvent je sens que si je cesse d'accumuler, si je lâche quelque chose, je vais me retrouver vide, comme si ma valeur personnelle dépendait du nombre de choses que je porte sur moi. L'excès se déguise en abondance, mais c'est juste un poids silencieux qui déforme la clarté. L'esprit saturé fonctionne de la même manière qu'une pièce encombrée d'objets. Chaque stimulus supplémentaire, chaque obligation acceptée par peur ou pression sociale, chaque souvenir inutile que tu refuses de lâcher occupe de l'espace et de l'énergie. Tu commences la journée avec la tête pleine de choses à faire. Tu traverses la journée en passant d'une préoccupation à l'autre. Et tu termines épuisé sans savoir exactement ce qui était vraiment important. La culture te vend que plus c'est mieux. Plus d'options, plus d'expériences, plus de relations, plus d'informations.
plus de succès. Mais la réalité est que l'excès te rend maladroit, dispersé, incapable de distinguer l'essentiel de l'accessoire. La saturation n'est pas un symptôme de succès, c'est un signe que tu as perdu le contrôle de ton filtre mental. Le bien-être ne peut pas exister là où tout est surchargé. L'esprit a besoin d'espace pour retrouver sa force. S'observer de l'extérieur aide. La table pleine de papier, la boîte de réception qui ne se vide jamais, les conversations ouvertes que tu ne fermes jamais, les vêtements que tu ne portes pas mais que tu n'oses pas donner. Chaque objet, chaque engagement, chaque pensée est une décision non résolue. L'excès n'est pas seulement matériel, il est psychologique. Tu t'habitues à porter de vieilles culpabilités, à maintenir des relations qui ne font que t'épuiser, à dire oui par peur de manquer quelque chose. Mais le coût de ce ne rien manquer est de se perdre soi-même. Les stoïciens le savaient bien. Sénèque avertissait que la vie s'échappe pendant que tu la remplis de ce dont tu n'as pas besoin. La simplicité n'est pas pauvreté, c'est force sélective. Tu choisis ce qui a du sens et tu laisses aller tout ce qui vole de l'énergie et de la clarté. Pratiquer la simplicité est un acte de rébellion intérieure. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum, mais de couper avec l'idée que ta valeur dépend de combien tu accumules ou combien d'expériences tu peux montrer. La vraie force se construit dans l'espace que tu laisses libre pour l'essentiel. Tu peux noter la différence lorsque tu nettoies ton environnement et que tu commences à mieux respirer, lorsque tu refuses une invitation inutile et que tu ressens un soulagement dans ton corps, lorsque tu décides de ne pas donner ton avis dans toutes les conversations et que tu remarques que ton esprit devient plus léger. La simplicité n'est pas sacrifice, c'est une stratégie de survie mentale. Ne confonds pas abondance avec plénitude. Ce qui remplit souvent étouffe. Ce qui est en trop stagne. Le véritable exercice stoïque consiste à te poser la question sans peur, cela ajoute-t-il ou cela occupe-t-il simplement de l'espace? Chaque objet, chaque pensée, chaque relation devrait passer ce filtre. Il n'y a pas de bien-être possible dans la saturation, seulement de la fatigue déguisée en activité. Choisis la simplicité, même si cela te dérange, même si tu penses que tu deviens invisible ou moins précieux en ayant moins. La force se remarque dans l'espace que tu défends, pas dans ce que tu accumules. Simplifier n'est pas abandonner, c'est récupérer le pouvoir de décider ce qui mérite ton énergie. Vivre simplement, c'est vivre fort. L'accumulation est une fuite silencieuse de pouvoir. La simplicité est le muscle de la clarté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le premier jour de l'année a un coût psychologique que presque personne n'est prêt à payer. Alors que le monde se pare d'optimisme et se noie dans des promesses recyclées, la plupart se livrent à la passivité avec une nouvelle excuse. Cette année, oui, je le jure. Mais la réalité est brutale. Le calendrier ne te transforme pas. La gueule de bois émotionnelle et physique réclame son prix, tandis que l'inertie te pousse à reporter la vraie vie. À laisser l'euphorie collective anesthésier l'inconfort de regarder de front tes propres limites. Personne ne te le dit, mais le véritable danger de la nouvelle année n'est pas d'échouer dans tes résolutions, mais de rester piégé dans l'illusion que quelque chose va changer simplement parce que le chiffre de la date a changé. Cette complaisance, cette auto-illusion déguisée en espoir, est le véritable ennemi. Le stoïcisme ne te vend pas de rêves bon marché, ni ne t'invite à attendre des conditions parfaites. Il exige une action immédiate, une connaissance de soi brutale et la discipline d'un entraînement quotidien. La souveraineté personnelle commence lorsque tu cesses de chercher une validation externe et que tu deviens, sans témoin, le seul architecte de ton identité. Le prix de ta liberté est la discipline que personne ne voit. Si tu oses briser l'inertie aujourd'hui, pas demain, tu te places des années devant les autres.
Oublie les célébrations vides et les listes interminables d'objectifs. Ce qui compte, c'est le fait, pas la promesse. Ce n'est pas un message pour des rêveurs naïfs, mais pour ceux qui sont prêts à cesser d'être des projets éternels et à assumer la responsabilité de façonner leur caractère dès la première minute. Il ne s'agit pas d'attendre le bon moment. Il s'agit de décider qui tu es maintenant. 1. Brise l'inertie dès aujourd'hui. Il n'existe aucun pouvoir magique dans le calendrier. Si ce premier jour de l'année te surprend en attendant un signe divin ou une poussée de motivation collective pour changer ta vie, tu as déjà perdu avant de commencer. La vérité est simple et brutale. Le changement ne vient pas emballé dans l'euphorie de janvier, ni dans le faux espoir que quelque chose d'externe va sauver ta volonté. Ce qui te retient, ce n'est pas l'année précédente, ni tes circonstances, ni l'ambiance festive qui a déjà disparu. C'est l'inertie que tu alimentes toi-même chaque fois que tu remets à plus tard ce que tu sais devoir être fait. La plupart choisissent de commencer l'année de la même manière qu'ils l'ont terminée, avec des excuses, avec des promesses vides, avec un agenda rempli d'idées qui ne seront jamais exécutées. Ils se convainquent que demain sera différent. Mais ce demain est le déguisement de la lâcheté, le masque de l'incapacité d'agir aujourd'hui. Jusqu'à quand vas-tu te permettre de vivre dans ce limbe mental où la planification remplace le mouvement réel? Tu dois briser l'inertie maintenant, pas lundi, pas le mois prochain, pas quand tout le monde aura fini de célébrer et reviendra à la normale. La normalité est exactement ce qui te tue. Le stoïcisme le laisse clair. La seule vraie victoire est la victoire sur ta propre passivité. Personne ne va te donner la permission, personne ne va t'applaudir pour avoir commencé avant les autres. La discipline ne se construit pas avec des intentions ni avec des phrases motivantes. Elle se cultive avec des actes inconfortables et des décisions qui coûtent. Chaque minute que tu passes à justifier ta passivité est une dette émotionnelle accumulée. Elle se paie avec de la culpabilité, de la frustration, avec la sensation que ta vie te file entre les doigts et que personne d'autre ne le remarque, parce que tout le monde est aussi endormi. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de faire exactement le contraire de la majorité. Tais-toi, arrête d'annoncer tes intentions, arrête de chercher de la validation et agis dans le silence. Le vrai travail est invisible, inconfortable et ne se ressent jamais aussi bien que la fantaisie d'un nouveau départ. Veux-tu cesser d'être un projet inachevé? Alors, arrête d'attendre le moment idéal. Le moment idéal est un filtre déformant qui te sépare de la réalité. Le premier acte de souveraineté est d'agir pendant que les autres dorment dans leur gueule de bois physique, mentale et émotionnelle. C'est la différence entre être l'architecte de ta vie ou un spectateur qui se raconte des histoires sur ce que cela pourrait être. Personne ne te doit rien. Tu décides si aujourd'hui devient une anecdote de plus ou le premier vrai coup contre l'inertie. Lutte contre ta propre procrastination. Personne ne va te sauver. Choisis l'inconfort maintenant ou le regret plus tard. 2. Agisse sans attendre des conditions idéales. Tu te réveilles et la première chose que tu vois, c'est la lumière filtrant à travers les rideaux. Dehors, tout semble en pause, comme si le monde entier attendait que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. Tu ouvres ton téléphone et tu vois des messages, des promesses, des gens disant que bientôt ça va changer, que cette année, oui, ça va être différent. Tu fermes les yeux et pendant quelques secondes, l'envie de rester immobile te séduit. Peut-être serait-il plus facile d'attendre que tout soit en ordre, que l'humeur revienne, que la motivation soit suffisante pour démarrer sans te sentir entraîné. Voilà le premier obstacle, silencieux et constant. Cette voix intérieure qui te convainc que ce n'est pas encore le bon moment, que tu as besoin de clarté, d'énergie, d'un environnement plus propice ou simplement de moins de bruit dans la tête. Mais tu sais bien que la journée ne sera jamais parfaitement alignée avec ton désir d'avancer. C'est juste le mécanisme de défense de l'esprit confortable, celui qui procrastine, celui qui invente des exigences pour commencer, celui qui te vend l'idée qu'agir sans le contexte idéal est un gaspillage, pas une stratégie.
Le problème, c'est que dans cet état d'attente, ce que tu construis est une version de toi-même piégée dans la précondition. On s'habitue à vivre en pause, à conditionner sa capacité à des facteurs que l'on ne contrôle pas. La météo, l'humeur, l'état d'esprit des autres, la certitude d'un plan parfait. Chaque fois que tu cèdes à ce schéma, tu renforces la croyance que tu as besoin de garanties, que tu ne vaux que si l'environnement est favorable. Mais le stoïcisme exige autre chose de toi, que tu t'entraînes à avancer même lorsque tout est loin d'être optimal. Le caractère se forge dans l'inconfort et dans la décision d'agir, même si l'esprit invente des excuses sophistiquées pour éviter l'effort. Quand tout semble t'inviter à la paralysie, le véritable défi est de bouger quand même, sans l'aval des conditions parfaites. C'est ainsi que l'on entraîne l'autonomie. C'est ainsi que l'on rompt la chaîne de la procrastination chronique. Celui qui attend le signal parfait s'habitue à vivre avec la dette du presque, du quand je pourrais, du plus tard. Il n'existe aucun système externe qui te libère de ce piège. La seule frontière réelle se trouve dans l'état d'esprit que tu choisis de nourrir. Si tu t'identifies à la version de toi qui n'agit que lorsque le vent souffle dans le bon sens, tu te condamnes à la dépendance. L'acte d'avancer, même à contre-courant, est ce qui transforme l'intention en résultat. Tu n'es pas tes plans. Tu es tes décisions sous pression. Rends-toi inconfortable, rends-toi implacable. Attendre que tout soit propice est la recette sûre pour l'auto-tromperie. Le calendrier ne va jamais s'aligner avec tes envies, ni les circonstances te demander la permission de se compliquer. Si tu décides d'agir seulement lorsque tout est calme, tu vivras éternellement en reportant ta propre vie. La discipline, c'est agir même lorsque l'esprit crie que ce n'est pas le moment. L'élan de l'action est le seul filtre qui sépare la croissance réelle du stagnation décorée d'excuses. N'attends pas le contexte idéal. Fais-le inconfortable, fais-le incomplet, fais-le maintenant. Crois, construis ton identité avec une discipline quotidienne. Je dois l'admettre. L'image que j'ai de moi-même la plupart des jours est bien plus fragile que ce que j'aimerais accepter. Ce n'est pas seulement le poids des promesses non tenues ou la fatigue de tant d'essais infructueux, c'est cette conviction silencieuse, presque impossible à éradiquer, que je ne suis pas encore la personne que je devrais être. Découvrir cela n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Parce que si l'identité se construit avec ce que tu fais au quotidien et non avec ce que tu rêves de manière abstraite, alors chaque jour où je cède à la commodité, chaque excuse que j'accepte, est une brique de plus dans la structure de ma médiocrité. L'esprit a une capacité incroyable à justifier le stagnation. Il devient expert pour trouver des raisons sophistiquées d'éviter le vrai travail. Mais la vérité est inconfortable. Tout ce que tu répètes, tout ce que tu tolères, devient une partie de ce que tu es. Tu n'es pas le résultat d'une grande décision isolée, mais de milliers de petites décisions qui, additionnées, dessinent le contour de ton caractère. La discipline quotidienne n'est pas une stratégie pour atteindre des objectifs externes, c'est l'outil fondamental pour sculpter l'identité interne. C'est ici que la plupart se trompent. Ils croient que la discipline est une sorte de punition ou de sacrifice temporaire pour obtenir une récompense future. Mais la paradoxe est que la véritable transformation ne se produit pas lorsque tu franchis la ligne d'arrivée, mais dans la routine inconfortable et répétitive de chaque jour. C'est dans cet espace que tu te prouves à toi-même qui tu es, sans témoin ni applaudissements. Le changement authentique ne se sent pas héroïque ni excitant. En fait, il est souvent ennuyeux, monotone, parfois même ingrat. Mais c'est le piège. Attendre que la discipline soit inspirante est le mécanisme parfait pour l'abandonner dès que l'émotion disparaît. La constance est l'épreuve la plus brutale de l'autocontrôle. Il ne s'agit pas d'une volonté surhumaine, mais de concevoir des systèmes qui t'obligent à agir, même si ton esprit te crie que cela n'a pas de sens, que personne ne regarde, que tu peux le remettre à plus tard. Il est facile de sous-estimer l'impact de ce que tu fais en privé, car la société t'entraîne à ne valoriser que le résultat visible.
Mais chaque jour où tu respectes ce que tu as dit que tu allais faire, même si c'est un petit geste, tu accumules une preuve interne que tu peux te faire confiance. Cela, et seulement cela, renforce une identité solide. Il n'existe pas de raccourci ni de formule magique. La discipline quotidienne est le ciment invisible qui soutient toute aspiration à un changement profond. Personne ne devient quelqu'un de fiable du jour au lendemain. On s'entraîne, on se confirme, on se construit avec des répétitions inconfortables. L'identité est la somme de tes actes sous pression, pas de tes intentions dans des moments d'euphorie. La discipline quotidienne est une autodéfinition en temps réel. Si tu veux changer qui tu es, change ce que tu choisis de supporter. Les habitudes sont des votes silencieux sur le type de personne que tu es en train de devenir. Tu n'es pas tes intentions, tu es tes répétitions. 4. Travaille en silence. Évite la validation externe. Le travail silencieux ressemble à une promenade dans une rue peu fréquentée à l'aube, lorsque les lumières des fenêtres ne sont pas encore allumées et que l'asphalte est froid sous tes pas. Personne n'observe. Il n'y a ni témoins ni applaudissements qui attendent au coin de la rue. On n'entend que le craquement de tes propres mouvements et le rythme constant de ta respiration. Dans ce décor, chaque action que tu choisis, fermer la porte sans faire de bruit, avancer sans regarder en arrière, porter le poids de tes propres attentes sans le lâcher au premier tournant, devient un acte de brutale honnêteté envers toi-même. La tentation de tourner la caméra de ton téléphone, de dire au monde que tu es déjà en route, est réelle et presque physique. Tu ressens l'élan dans tes doigts, comme si tu avais besoin de la confirmation extérieure pour valider que tes efforts ont un sens. Mais justement là, dans cette tension, se définit la fibre de ton caractère. Le véritable progrès est invisible la plupart du temps. Les fondations du changement ne font pas de bruit lorsqu'elles sont posées. Seul le bâtiment terminé attire l'attention, mais la structure qui le soutient se construit dans l'ombre, sans témoin. La validation externe est une drogue douce. Elle te donne un coup rapide de reconnaissance, mais te laisse vide lorsque l'euphorie se dissipe et qu'il n'y a plus de likes ni de mots d'encouragement. Chaque fois que tu annonces tes objectifs, chaque fois que tu cherches le regard approbateur des autres, tu dilues une partie de ta volonté dans l'opinion d'autrui. C'est un troc silencieux. Tu échanges ton autonomie contre un applaudissement fugace. Le stoïcisme le comprend bien. Travailler en silence n'est pas un vœu d'invisibilité, ni une pose de fausse humilité, c'est l'entraînement délibéré de la souveraineté intérieure. C'est apprendre à te soutenir dans ton propre jugement, à avancer même si personne ne le sait, à tolérer le poids de l'incertitude sans chercher de soulagement dans l'approbation collective. Le muscle le plus difficile à renforcer est celui de l'auto-affirmation. Faire ce que tu dois faire, même si tu ne reçois aucune récompense visible. Ce que tu construis en privé crée des fondations qui ne s'effondrent pas lorsque l'environnement change. La plupart des gens cherchent des témoins parce qu'ils craignent que l'effort en solitaire ne compte pas, comme si la valeur d'une journée disciplinée avait besoin d'un enregistrement public pour exister. Mais la vérité est plus crue. Seul ce que tu fais sans besoin de spectateurs définit ce que tu es vraiment. La discipline authentique n'a pas besoin de projecteurs. Elle se nourrit de l'accomplissement silencieux, du devoir accompli, même si personne n'applaudit. C'est la différence entre l'addict à la validation et l'architecte de sa vie. Seul celui qui construit en silence finit par être maître de ce qu'il édifie. Souviens-toi de cela. Le travail invisible n'est jamais du temps perdu. Ce que tu fais en secret est la partie de toi que personne ne peut te prendre. Ne cherche pas de témoins. Cherche la conviction. Travaille en silence et laisse les résultats être la seule preuve dont tu as besoin. 5. Analyse ton passé sans auto-illusion. Personne n'échappe indemne à son propre passé. C'est la vérité que la plupart s'efforcent de maquiller avec des excuses et des récits à moitié. Si tu veux que cette année soit différente, arrête de te raconter des histoires de victimes et fais face une bonne fois pour toutes à l'évidence brutale de ton historique. Il ne s'agit pas de te flageller ni de te vautrer dans d'anciennes erreurs, mais de regarder en face ce que tu as fait.
et ce que tu n'as pas fait, sans embellissement ni justification. L'auto-illusion est le mécanisme le moins cher de défense. Elle te convainc que tes échecs étaient la faute de l'environnement, de la malchance, des autres qui ne t'ont pas compris. Mais tant que tu continues à jouer le rôle de l'innocent incompris, tu porteras le même sac à dos de schémas autodestructeurs, répétant des cycles déguisés en apprentissage. Le stoïcisme exige une chirurgie, pas une anesthésie. Pourquoi insistes-tu à ne voir que ce qui t'arrange, à filtrer les souvenirs pour sauver ta propre fierté? La maturité commence lorsque tu es capable de faire l'inventaire réel de tes décisions et de reconnaître avec une brutalité honnête où tu as échoué par manque de courage, où tu as cédé par confort, où tu as préféré les applaudissements faciles à la discipline inconfortable. Aucun progrès n'est possible tant que tu continues à éditer ton histoire pour ne pas te sentir coupable. L'auto-analyse sans filtre est la chose la plus difficile que tu puisses faire, car elle te laisse sans excuse et t'oblige à accepter que le principal responsable de ta situation actuelle, c'est toi-même. C'est inconfortable, oui, c'est rude, oui, c'est pourquoi si peu osent vraiment le faire. La compassion mal comprise est un piège. Elle te permet de te sentir spécial dans ta douleur, mais elle te condamne à la répéter. Ton passé ne te définit pas, mais il te conditionne, et il continuera à le faire jusqu'à ce que tu décides de l'affronter sans distorsion. La douleur de la vérité est temporaire. Le prix de l'auto-illusion est une vie stagnante. Tu n'es pas le résultat des choses qui t'ont été faites, mais des décisions que tu as prises ensuite. Arrête de t'écrire des lettres de justification. Fais l'audit de ton passé comme on examine un relevé bancaire. Chaque erreur est une dépense, chaque réussite un investissement. Ce n'est qu'à partir de là que tu peux tracer un plan qui ne soit pas une fantaisie. L'autocritique sincère est le point de départ du changement réel. Ceux qui se mentent à eux-mêmes sont condamnés à échouer avec style. Ceux qui regardent leur passé sans anesthésie peuvent réécrire leur futur. Ton histoire pèse, mais ce n'est pas une condamnation. L'honnêteté brutale est le seul chemin vers la liberté. Ne maquille pas ton historique, que cette année ne soit pas un autre chapitre d'excuses recyclées. Ton solde émotionnel dépend de ce que tu choisis d'affronter aujourd'hui. 6. Créer des systèmes ne dépend pas de la motivation. La motivation est une ressource instable. Attendre de te sentir inspiré chaque matin est une recette sûre pour l'échec. La plupart des gens ne veulent pas l'admettre, mais ce qui détermine vraiment le cours de tes journées n'est pas l'euphorie du moment, mais la structure invisible de tes habitudes et systèmes. Tu peux te tromper en croyant que la volonté sera suffisante, que l'enthousiasme suffira à soutenir chaque tentative de changement. Mais tôt ou tard, la réalité s'impose. La motivation monte et descend, se dissout face à la fatigue, la frustration ou le premier obstacle réel. Si tu dépends de cet élan éphémère, ta vie sera un cycle interminable de départs frénétiques et d'abandons silencieux. La véritable discipline ne naît pas du fait de ressentir l'envie, mais d'avoir un système qui t'oblige à agir même quand tu ne le veux pas. L'auto-tromperie la plus courante est de croire que tu es une personne disciplinée, simplement parce que tu as de bonnes intentions. En vérité, tu es aussi solide que les systèmes qui soutiennent ta routine lorsque la motivation disparaît. Ce qui n'est pas systématisé dépend de ton humeur, et faire confiance à ton humeur, c'est comme construire sur un sol instable. Tu perds tout au premier tremblement de doute ou de fatigue. Le mécanisme interne qui sabote tes tentatives de changement est subtil mais dévastateur. Tu te convaincs que demain tu te sentiras plus motivé, que tu as juste besoin d'un peu plus d'inspiration, comme si ce carburant émotionnel allait se matérialiser de nulle part. Mais ce qui te maintient vraiment bloqué n'est pas le manque d'envie, mais l'absence d'un environnement conçu pour rendre l'action inévitable. L'esprit cherche le chemin de moindre résistance. Si tu laisses tout à ton jugement momentané, tu finiras toujours par choisir ce qui est le plus facile, le plus confortable, ce qui ne nécessite pas de friction. C'est pourquoi les systèmes importent plus que les intentions.
Un système est l'ensemble de règles, d'horaires et de structures qui éliminent la négociation interne. C'est le rappel physique que tes décisions ne dépendent pas de comment tu te sens aujourd'hui, mais d'un engagement préalable envers ce que tu as décidé d'important. La psychologie est claire. Plus tu as de décisions à prendre sur le moment, plus tu laisses de place à l'autosatisfaction. Chaque décision improvisée est une porte ouverte au sabotage interne. Un système bien construit réduit la friction, automatise l'essentiel et laisse moins de place à la paresse déguisée en raisonnement logique. Tu n'es pas ta motivation, tu es la solidité de tes systèmes. C'est la ligne de démarcation entre ceux qui répètent des promesses et ceux qui soutiennent des résultats. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré pour faire ce que tu dois faire. Tu as besoin d'un environnement, d'une routine et de règles personnelles si claires qu'agir devient la seule option raisonnable. La motivation est un mirage. Le système est le sol ferme sous tes pas. Si tu veux avancer, conçois ton environnement pour que l'action correcte soit la plus facile, pas la plus héroïque. Ne fais pas confiance à tes envies, fais confiance aux mécanismes que tu as construits pour ne pas te décevoir, même dans tes pires jours. La motivation est une dette qui est toujours reportée. Le système est un paiement automatique qui n'admet pas d'excuses. 7. Affronte la réalité avec une sobriété brutale. Le réveil sonne et presque sans y penser, votre main cherche le bouton de répétition. La lumière de l'écran vous rappelle l'heure, le calendrier vous montre le jour. Début d'année, mais la fatigue et l'habitude pèsent plus que toute promesse que vous avez faite la nuit dernière. La routine s'impose avec la même force que d'habitude. Vous ouvrez votre courriel, voyez des messages sans importance et vous réalisez qu'en essence, rien n'a changé sauf le chiffre sur la date. Cette scène, si commune et silencieuse, est le portrait le plus fidèle de l'auto-illusion. Nous préférons détourner le regard plutôt que d'affronter le fait que les problèmes et les limitations restent intacts, attendant d'être résolus par quelqu'un qui ne viendra jamais. La tentation d'adoucir la réalité est énorme. Nous filtrons ce qui nous dérange, justifions les mêmes erreurs avec des récits de plus en plus élaborés, et ainsi nous reportons la seule tâche qui compte vraiment. Regardez ce qui est, pas ce que nous souhaitons qu'il soit. La sobriété brutale n'est ni cruauté ni cynisme. C'est l'outil le plus précis que vous avez pour couper court à la fantaisie improductive. Analysez votre situation sans filtre ni ornement. À quoi bon répéter des mantras d'optimisme si vous n'avez pas démonté les habitudes qui vous maintiennent piégés? Chaque fois que vous adoucissez votre diagnostic, vous investissez dans une illusion qui ne fait que retarder l'affrontement avec le travail réel. Le mécanisme est clair. Plus vous déformez la réalité pour qu'elle fasse moins mal, plus la facture émotionnelle que vous devrez payer ensuite devient élevée. Être positif sans fondement est une autre forme d'anesthésie. Un masque qui vous protège momentanément, mais affaiblit votre capacité à agir avec intelligence stratégique. Le stoïcisme ne demande pas que vous renonciez à l'espoir, mais exige que l'espoir soit soutenu par un inventaire brut de faits, non par des désirs vides. Affronter la réalité avec sobriété implique de démonter le théâtre intérieur où vous êtes victime des circonstances. C'est un exercice de précision inconfortable. Identifier des schémas, calculer des coûts, assumer la responsabilité sans négocier avec la culpabilité ni avec la vanité. Ici, il n'y a pas de place pour l'auto-indulgence ni pour le réconfort bon marché. La clarté est le premier pas vers un changement réel. Lorsque vous rejetez les fantasmes et que vous ne restez qu'avec ce qui est, vous gagnez un avantage stratégique. Vous savez exactement où attaquer le problème, quelles ressources vous avez et quelles fractures vous devez réparer dans votre caractère. Il ne s'agit pas de tomber dans le pessimisme, mais de vous entraîner à voir ce que les autres ne veulent pas voir. La vérité sans filtre est le début de la souveraineté. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez construire des systèmes et des routines qui répondent aux faits, pas aux excuses. La plupart fuient la sobriété parce qu'elle fait mal, parce qu'elle confronte, parce qu'elle ne laisse pas de cachette mentale. Mais c'est précisément ce malaise qui vous donne l'opportunité de vous réinventer.
Analyser votre vie avec une froideur chirurgicale est un acte de respect de soi. Cela vous oblige à cesser de négocier avec vos faiblesses et à affronter chaque jour avec la lucidité de celui qui ne se raconte plus d'histoire. La réalité n'est pas négociable. Soit vous l'affrontez avec courage, soit vous devenez l'otage de vos propres déguisements. Sans sobriété, il n'y a pas de progrès, seulement une répétition déguisée. Maintenant, choisissez. Allez-vous continuer à éditer votre diagnostic ou allez-vous attaquer de front ce qui vous freine? 8. Célébrez le devoir accompli, pas l'euphorie. Je l'admets, j'ai ressenti cette douleur inconfortable après avoir terminé quelque chose d'important, comme si le travail accompli n'avait pas grande valeur s'il n'y a pas d'explosion d'émotions, comme si seule la célébration de ce qui semble grandiose ou électrisant en valait la peine. Je me retrouve à fermer l'ordinateur, le dos tendu, les mains froides, regardant l'horloge et attendant qu'à un moment donné, la satisfaction me traverse comme un éclair. Mais la réalité frappe avec un silence sourd. Il n'y a pas de feu d'artifice, pas de selfie de victoire, pas d'avalanche de félicitations. Il ne reste que la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Et dans ce vide apparent, je découvre quelque chose d'essentiel. La véritable récompense réside dans l'accomplissement méticuleux, pas dans l'euphorie tant idolâtrée par le monde moderne. J'observe autour de moi et je vois comment tout est conçu pour récompenser l'enthousiasme superficiel. Chaque réseau social, chaque annonce, chaque conversation où les gens décrivent leur réussite avec un drame théâtral est orienté à transformer chaque avancée en un spectacle. Mais le devoir accompli, cet acte sobre de faire ce qui doit être fait, même si personne ne regarde, passe inaperçu. Pourtant, c'est là que réside la véritable force. Je fais attention aux détails, les assiettes lavées et empilées sans applaudissements, le document envoyé à temps sans témoin, la routine terminée dans la pénombre de l'aube, alors que la ville bâille encore. Ce sont des gestes concrets, presque anonymes, mais chargés d'une dignité qui ne dépend ni de l'adrénaline ni des ovations des autres. J'apprends, à force de répétition, que s'attendre à des sensations épiques après avoir accompli son devoir est un piège émotionnel. L'impulsion de chercher une récompense immédiate, un coup de dopamine, est le même mécanisme qui nous pousse à abandonner des projets dès que l'émotion s'estompe. L'esprit devient accro à la célébration prématurée et oublie l'importance du processus silencieux. C'est pourquoi je célèbre le fait d'accomplir même lorsque l'émotion brille par son absence. Je célèbre d'avoir tenu ma parole, d'avoir résisté à la tentation de procrastiner, d'avoir bouclé la boucle même si la récompense est à peine perceptible. L'important n'est pas comment tu te sens, mais ce que tu maintiens. C'est la ligne qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent en attente d'un signe magique. Dans la vie quotidienne, peu de gens remarquent la différence entre celui qui accomplit et celui qui ne fait que promettre. Mais toi, tu le sais, car tu le ressens dans ton corps, le dos droit après avoir accompli, la fatigue authentique qui n'a pas besoin de justification, le silence intérieur qui ne vient qu'après avoir terminé ce que tu as décidé de commencer. La célébration la plus puissante est celle que tu fais en privé, sans musique ni spectateur, juste avec la certitude qu'aujourd'hui, tu ne t'es pas trahi. Le devoir accompli est la seule victoire qui ne s'estompe pas. Deviens accro à cette sobriété, à ce petit moment où tu reconnais ta propre solidité, car c'est là que se forge le caractère que nul applaudissement ne peut fabriquer. 9. Protège ton énergie des pièges sociaux. Tu es comme un réservoir d'énergie avec des fuites invisibles. Chaque fois que tu cèdes à la pression sociale, chaque fois que tu acceptes des conversations vides, des engagements que tu ne veux pas ou des rituels collectifs qui n'existent que pour que personne ne se sente exclu, tu perds de la force sans t'en rendre compte. C'est un drainage lent mais implacable. On ne le remarque pas sur le moment, mais vient la nuit et tu te demandes pourquoi tu es épuisé sans avoir réellement fait quelque chose d'important. Te rends-tu compte de la quantité d'énergie que tu perds juste parce que tu ne sais pas dire non, par peur de détonner, par crainte de porter le poids de la désapprobation des autres? Voici la racine du problème.
la société entraîne ses membres à se diluer dans la masse, à applaudir la médiocrité partagée, à célébrer l'irrélevant et à punir celui qui ose protéger son temps et sa concentration. Ce n'est pas un hasard. Le système est conçu pour que tu sois fonctionnel, pas souverain, obéissant, pas autonome. Chaque fois que tu participes à la farce de la validation collective, c'est comme si tu signais un billet émotionnel qui te laisse avec moins de ressources pour ce qui compte vraiment. Le piège social n'a pas toujours l'apparence d'une fête bruyante ou d'une réunion interminable. Parfois, c'est le message anodin qui te vole 5 minutes, l'invitation déguisée en courtoisie que tu sais qu'elle ne fera que te distraire. Ou le commérage collectif qui t'entraîne à donner ton avis sur des sujets qui ne te construisent même pas d'1 millimètre. Défendre ton énergie est un acte de guerre silencieuse contre la pression de l'intégration. Ce n'est pas une rébellion superficielle, c'est une stratégie de haute performance. Le stoïcisme ne te demande pas d'être un ermite, il exige que tu aies du discernement. Cela signifie choisir tes batailles. Fermer la porte à la pollution émotionnelle que produisent les drames des autres, les débats stériles et le besoin d'être toujours disponible pour tous, sauf pour toi-même. Chaque oui automatique est une fracture dans ta souveraineté. Chaque fois que tu tolères l'usure de la superficialité sociale, tu t'éloignes un pas de ta meilleure version. Tout ce qu'on te demande ne mérite pas une réponse. Tout ce que le monde célèbre n'est pas précieux. Gravez cela dans ta peau mentale. Protéger ton énergie implique d'accepter que tu vas être pointé du doigt, critiqué, voire isolé par moments. C'est le prix de l'autonomie réelle. La plupart préfèrent la fatigue de l'intégration à l'inconfort de l'authenticité. Mais c'est à toi de décider. Soit tu deviens le gardien féroce de ton propre temps et de ton attention, soit tu continues d'être la banque émotionnelle des autres. Personne ne va te donner la permission de te prioriser, tu vas devoir le prendre. La discipline ne se cultive pas seulement à la salle de sport ou dans la routine de travail. Elle se forge surtout dans la capacité à dire non sans culpabilité, à poser des limites sans s'excuser, à disparaître des scènes triviales pour apparaître dans les moments cruciaux de ta propre vie. L'énergie que tu gaspilles dans le socialement obligatoire est la même qui te manque quand vient le moment de réaliser tes objectifs privés. Ne te trompe pas. Personne ne se souvient de celui qui s'est sacrifié pour s'intégrer, mais tout le monde reconnaît celui qui a marqué son territoire et défendu ce qui compte. La souveraineté commence par l'autodéfense énergétique. Cesse d'être un donateur anonyme dans la collecte de la médiocrité. Protège ton énergie comme tu protégerais ta dernière ressource en cas d'urgence. Ce que tu ne défends pas, tu le perds. 10. Prends la responsabilité de ta souveraineté personnelle. Prends les choses en main ou tu vivras toujours sous des ordres extérieurs. Il n'y a pas d'autre choix. Tout ce que tu tolères, tout ce que tu laisses passer est une cession de ta souveraineté personnelle, un transfert invisible de ton pouvoir vers les circonstances, vers les désirs des autres, vers les inerties que tu ne remets jamais en question. Le mécanisme est subtil, tu l'appelles adaptabilité. Tu le justifies par des phrases comme « je préfère éviter les problèmes » ou « je ne veux pas déranger », mais au fond, tu sais qu'à chaque fois que tu choisis de ne pas déranger, ce que tu fais, c'est renoncer à ton propre gouvernement. Le conflit le plus profond n'est pas externe, c'est la lutte interne entre la partie de toi qui veut du contrôle et celle qui préfère le confort de se laisser entraîner. C'est là, dans cette tension, que se définit le cours de ta vie. Être souverain n'est pas une posture hautaine ni une déclaration publique, c'est une responsabilité inconfortable qui exige que tu te regardes sans excuse et que tu reconnaisses combien de fois tu as préféré céder plutôt que d'assumer le coup de décider par toi-même. L'esprit a des mécanismes efficaces pour saboter ta souveraineté. Il se réfugie dans l'habitude, conçoit des contrats secrets avec la médiocrité et te murmure qu'il est plus facile de blâmer l'environnement que d'accepter que c'est toi qui n'as pas mis de limite. L'auto-tromperie est une stratégie de survie, mais aussi un frein à toute tentative d'autonomie réelle.
Tu te convaincs que tu n'as pas de marge de manœuvre, que tout dépend de facteurs externes, et ainsi tu t'exonères de l'obligation de choisir. Mais la vérité est inconfortable. Chaque fois que tu ne décides pas pour toi, tu décides que d'autres le fassent. Il n'y a pas de neutralité dans la souveraineté personnelle. Soit tu la réclames, soit tu la perds. La liberté ne se demande pas, elle s'exerce. C'est une phrase qui semble simple, mais qui fait mal quand tu l'analyses en profondeur. Il ne s'agit pas de défier le monde à chaque instant, mais d'identifier dans quels espaces de ta vie tu agis comme un spectateur passif et dans lesquels tu oses maintenir des décisions, même si cela a un prix. Prendre la responsabilité de ta souveraineté implique d'accepter le poids de tes choix sans répartir la facture entre les autres. C'est une forme de maturité que l'on acquiert en disant non quand il est plus facile d'acquiescer, en maintenant tes priorités, même si cela implique de décevoir les attentes des autres, en restant ferme lorsque la pression collective te pousse à te diluer. La véritable estime de soi ne naît pas d'affirmations vides, mais de l'évidence concrète que tu es capable de protéger ton territoire intérieur. Tu ne défends pas ta souveraineté avec des mots, mais avec des limites. Le conflit émotionnel apparaît lorsque tu ressens l'inconfort d'aller à contre-courant, mais ce malaise est le prix de la liberté. Personne ne va te remettre ton indépendance enveloppée dans une promesse de facilité. Tu devras l'arracher des mains de l'habitude, de la peur, de la tendance à plaire. Commence aujourd'hui, choisis un espace, une décision, une frontière, et prends la responsabilité du résultat, sans excuse. C'est ainsi que se construit la souveraineté personnelle, brique par brique, jour après jour, jusqu'à ce que l'autonomie devienne ta façon naturelle d'être dans le monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Personne ne te le dit en face, mais la plupart vivent comme si l'abondance était un prix qu'on arrache à la vie à coups d'anxiété et d'efforts incessants. Des nuits entières sont gaspillées à ressasser des préoccupations, croyant que la prospérité dépend d'un contrôle absolu. La vérité est que cette obsession d'obtenir plus ne fait que multiplier la fatigue et le sentiment de vide. La véritable abondance, celle qui ne se brise pas face au changement, naît d'un état d'esprit de calme et de détachement. Il y a une brutalité honnête à accepter que, peu importe combien tu t'efforces, tu ne pourras jamais contrôler le cours complet de la vie. Les stoïciens le savaient. L'univers ne se plie pas à l'anxiété, ni ne répond aux supplications désespérées, mais à un esprit discipliné, reconnaissant et serein. La peur de tout perdre est le filtre qui déforme ta perception et alourdit le coût psychologique de chaque réussite. La sérénité, en revanche, est la base solide sur laquelle se construit toute forme de prospérité réelle. Arrête de demander la permission à la vie pour te sentir prospère. L'abondance commence lorsque tu te reconnais suffisant, lorsque tu te détaches du résultat et fais confiance à l'ordre naturel des choses. Dormir tranquille, sans dette intérieure ni attente insatiable, est la plus grande richesse. La cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais est la clé. Si tu cherches l'abondance, prépare-toi à lâcher prise sur le contrôle, à pratiquer la gratitude et à permettre à la vie d'agir à son rythme. Ici, il n'y a pas de raccourci, seulement de la discipline, de l'acceptation et le courage de laisser l'univers faire son travail. 1. Reconnaissez votre abondance intérieure. Personne ne va vous offrir la paix intérieure. Personne ne va vous servir l'abondance sur un plateau tant que vous continuez à mesurer votre valeur avec ce que vous avez ou ce qui vous manque. C'est aussi simple que cela. Tant que vous regardez vers l'extérieur en cherchant à combler des vides, le monde vous renverra la même sensation de manque, encore et encore, comme si vous vous endettiez avec votre propre tranquillité.
Observez vos propres gestes à la fin de la journée, la mâchoire serrée, les épaules tendues, les mains agitées, cherchant des distractions sur l'écran du téléphone. C'est le langage corporel de quelqu'un qui a oublié sa richesse intérieure, le corps trahissant l'idée que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, le solde émotionnel est négatif. Respirez. Sentez le poids de vos attentes accumulées, comme des pierres dans vos poches, et réalisez qu'aucun objectif externe ne va vous enlever ce fardeau si vous ne reconnaissez pas d'abord ce que vous êtes déjà. L'erreur la plus courante est de penser que l'abondance est une récompense qui arrive à la fin d'une série interminable de sacrifices, de luttes et de renoncements. Mais la réalité est différente. La prospérité authentique commence lorsque vous cessez de la poursuivre comme si c'était une proie insaisissable. Marc Aurèle écrivait le soir, en silence, en passant en revue ce que la journée lui avait donné. Il ne comptait pas les pièces, ne calculait pas les faveurs reçues ou perdues. Il examinait son humeur, sa sérénité, la clarté de ses décisions. C'est cela, la richesse, la capacité de fermer les yeux et, même en ressentant la fatigue physique, de sentir comment les pensées cessent de se battre entre elles, comment la poitrine se dilate sans pression, comment le cœur bat sans hâte. Chaque nuit offre l'opportunité de reconnaître, avec une brutalité honnête, tout ce qui est déjà en vous. La force de choisir comment vous réagissez, la tempérance pour ne pas laisser la peur dicter vos actions, la gratitude pour regarder le quotidien et le voir comme un privilège, non comme une dette. Sénèque disait que la pauvreté n'est pas dans la diminution des possessions, mais dans l'augmentation de la cupidité. Il est facile de se laisser emporter par la sensation d'insuffisance, par ce mécanisme mental qui trouve toujours une excuse pour sentir qu'il manque quelque chose, que quelque chose n'est pas suffisant. Mais cette machinerie interne peut être démontée. Vous pouvez remarquer comment, en lâchant la comparaison, en cessant de regarder les autres comme mesure de votre valeur, le poids sur votre poitrine s'allège. Observez comment le monde ne change pas, mais votre perception si. Le café du matin retrouve son goût, l'air frais de la nuit se sent plus réel, la conversation brève avec quelqu'un de proche cesse d'être une formalité et devient un témoignage de votre présence. La clé est d'entraîner l'esprit à voir ce qui existe déjà, au lieu de s'obséder avec ce qui pourrait être perdu ou gagné. L'abondance ne crie pas, elle n'exige pas d'être reconnue. C'est un murmure serein au milieu du bruit des préoccupations. Si vous vous arrêtez pour écouter, vous sentirez que votre vie est déjà pleine, non pas parce que vous possédez, mais par la cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et faites. C'est votre véritable compte bancaire, l'intégrité, le calme, la gratitude. Vous n'avez pas besoin de demander à l'univers de vous donner plus. Vous devez ouvrir les yeux et réaliser que beaucoup de ce que vous désiriez est déjà ici, silencieux, attendant d'être remarqué. La sérénité est la plus grande richesse. C'est la ligne qui distingue ceux qui vivent en paix de ceux qui poursuivent des fantômes. Ce soir, avant de dormir, observez tout ce qui ne peut pas être acheté, ce qui reste ici même si le monde tourne et que les circonstances changent. Ne vous contentez pas de survivre. Reconnaissez votre abondance intérieure et commencez à vivre à partir de là. 2. Laisse le calme guider tes actes. Il y a ceux qui avancent dans la vie comme s'ils étaient des coureurs sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Ils transpirent, dépensent de l'énergie, s'épuisent, mais n'avancent pas d'un millimètre. À quoi bon courir si ton esprit reste piégé dans le même cycle d'anxiété et d'urgence? Ne te laisse pas tromper. La précipitation n'est pas une force, c'est du bruit. On t'a vendu le mensonge selon lequel bouger sans relâche te rapproche de la prospérité. Mais ce que tu cultives ainsi, c'est l'épuisement. Cette agitation intérieure, ce besoin de tout contrôler, ne nourrit qu'une version de toi qui ne se repose jamais et ne se sent jamais suffisante. Et voici la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Un esprit agité est incapable de recevoir l'abondance. Il ne s'agit pas de devenir passif ni de se résigner, mais de comprendre que le calme n'est pas une faiblesse, c'est une arme.
Le calme permet de voir la carte complète quand d'autres ne voient que des obstacles. Celui qui agit avec sérénité n'est pas lent, il est précis. Celui qui ne se laisse pas dévorer par l'urgence ne perd pas d'énergie dans des batailles inutiles. Alors arrête d'utiliser le stress comme excuse pour justifier des décisions médiocres. Je te le répète, le calme est une discipline. Ce n'est pas un état qui tombe du ciel, ni une sensation réservée aux privilégiés. C'est le résultat d'un entraînement de ton esprit à ne pas réagir comme une machine défectueuse à chaque stimulus. Combien de fois t'es-tu retrouvé piégé dans cet élan de répondre rapidement, de tout résoudre tout de suite, de ne pas supporter une seconde d'incertitude? Ce n'est pas du courage, c'est de la peur déguisée en action. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle, gouvernant un empire, comprenait que la réaction impulsive est le luxe des faibles. La sérénité, en revanche, exige du courage. Cela signifie supporter l'inconfort sans céder à la pression, résister à la tentation de contrôler ce qui ne t'appartient pas et, surtout, ne pas se laisser emporter par l'hystérie collective qui valorise tant la rapidité et le bruit. Tu n'es pas plus fort en portant 1000 tâches inutiles. Tu es fort quand tu choisis où mettre ton énergie, quand tu filtres le chaos et que tu te concentres sur l'essentiel. Beaucoup diront que le calme est pour quand tout est déjà résolu. Mais c'est le piège. C'est l'inverse. C'est seulement avec calme que tu peux résoudre ce qui compte. Si tu laisses ton anxiété guider tes actes, tu deviens ton pire ennemi. Peu importe combien de fois tu répètes des mantras d'abondance ou combien de livres tu surlignes sur la prospérité, si ton intérieur est en guerre, le monde extérieur ne te renverra que plus de conflits. L'esprit agité déforme la réalité, exagère les menaces, invente des urgences et transforme les opportunités en risques. La sérénité, en revanche, est le filtre qui sépare le réel de la fantaisie. Tu n'as rien à prouver à personne. La seule lutte digne est contre l'ancien habit de réagir par la peur. Et voici la ligne que personne ne veut assumer. Seul celui qui maîtrise son calme maîtrise son destin. Ce n'est pas un slogan, c'est un avertissement. Si ta vie est marquée par des réactions automatiques et des décisions impulsives, n'attends pas que l'abondance te trouve. Tu seras trop occupé à éteindre des incendies imaginaires pour remarquer quand elle arrive. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Quand tu lâches la nécessité de contrôler le dénouement, quand tu cesses de forcer le rythme des choses, un espace intérieur s'ouvre où l'abondance peut entrer. Le logos, cet ordre universel que les stoïciens vénéraient, ne répond pas aux caprices ni aux caprices. Il répond à celui qui agit en harmonie avec le moment, à celui qui sait quand avancer et quand attendre. Prends la responsabilité de ton état mental. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu investis dans ton propre bien-être. Chaque décision prise dans la sérénité est une porte ouverte à la véritable prospérité. Alors, la prochaine fois que tu sentiras l'urgence te brûler de l'intérieur, souviens-toi, le calme n'est pas de l'inaction, c'est une stratégie. L'abondance ne vient pas à l'esprit agité, elle s'en éloigne. Si tu cherches la prospérité, entraîne ton calme, car seul celui qui ose cesser de courir en cercle, qui ose attendre et observer, finit par trouver ce qui a toujours été là. 3. Détache-toi de la nécessité de contrôler. Contrôler n'est pas prospérer, c'est perdre du temps à se battre contre l'inévitable. Si tu analyses honnêtement les mécanismes de l'esprit, tu verras que le besoin de contrôler est une réaction automatique face à l'inconfort. Une défense enfantine pour apaiser l'incertitude, comme si serrer plus fort le poing pouvait retenir l'eau. L'esprit recherche des garanties, mais le monde ne les signe jamais. Chaque tentative de tout sécuriser ne fait que multiplier ton anxiété, car plus tu t'efforces de manipuler les résultats, plus tu prends conscience de ce qui dépend réellement de toi. Voici la première fracture. L'illusion que tu peux forcer le destin te maintient dans le même cycle de frustration, épuisant ton énergie dans des scénarios qui n'existent pas, hypothéquant la paix d'aujourd'hui pour un contrôle impossible demain. Le stoïcisme l'expose crûment.
La différence entre ce qui est entre tes mains et ce qui ne l'est pas n'est pas une suggestion philosophique, c'est la différence entre la liberté et l'esclavage intérieur. Lorsque tu vis obsédé par les résultats, tu transformes chaque jour en une évaluation sans fin. Tes décisions cessent d'être des choix libres et deviennent des otages de la peur de perdre. L'esprit devient tribunal, jugeant chaque pas, chaque mot, chaque silence, comme si cela déterminait ta valeur. Mais la véritable conséquence est l'épuisement. Tu dépenses des ressources mentales à anticiper des menaces, à résister à l'incertain, à construire des arguments pour justifier ce que tu ne peux pas changer. Cette dépense n'est pas récupérable, c'est un investissement raté. Le paradoxe est que le contrôle obsessionnel n'améliore pas tes résultats. Il les aggrave. La rigidité mentale réduit ta capacité d'adaptation, te rend moins créatif, moins flexible, moins capable de voir des opportunités là où tu ne voyais auparavant que des risques. Le contrôle est une prison construite avec tes propres attentes. Le détachement, en revanche, est une stratégie. C'est choisir consciemment où mettre ton attention et ton effort. Cela signifie accepter, sans résignation, qu'il y a des facteurs externes qui ne seront jamais sous ton contrôle, et que ta véritable tâche est de perfectionner ta réponse interne, pas le résultat. Lorsque tu te détaches de la nécessité de contrôler, tu récupères ton énergie et ta clarté. Tu cesses de te perdre dans le labyrinthe des variables impossibles et commences à agir sur ce qui dépend réellement de toi. Ton attitude, ta discipline, ta réaction. C'est cela le véritable pouvoir. Celui qui lâche le contrôle ne devient pas passif, il devient efficace. Celui qui maîtrise sa réponse maîtrise sa vie. C'est la ligne qui sépare ceux qui s'épuisent à lutter contre des moulins à vent de ceux qui avancent, légers, s'adaptant à ce qui vient sans perdre la direction. Le stoïque n'est pas indifférent, il est sélectif, il n'ignore pas le monde, mais il ne permet pas au chaos externe de dicter le cours de ses émotions. Il pratique l'art de différencier entre les causes qu'il peut influencer et celles qu'il doit accepter. Chaque fois que tu choisis de ne pas forcer le dénouement et que tu te concentres sur la qualité de ton processus, tu affines le muscle du détachement. Et ce muscle est ce qui permet à l'abondance d'arriver sans effort forcé, car l'esprit cesse de bloquer le flux naturel de la vie avec ses désirs de contrôle. L'univers, ou le logos, comme l'appelèrent les anciens, répond à la cohérence, pas à la pression. Lorsque ton état interne est ouvert et réceptif, lorsque tu lâches le scénario rigide de comment cela devrait être, tu commences à remarquer que les choses pertinentes arrivent au bon moment et de la manière la moins attendue. L'abondance est une conséquence de la confiance, pas de la manipulation. Alors, regarde-le en face. Chaque fois que tu essaies de tout contrôler absolument, tu ne fais que démontrer ta méfiance envers l'intelligence naturelle du processus, envers toi-même et envers la vie. C'est un schéma que tu peux briser. Choisis d'investir ton énergie dans ce que tu peux réellement transformer, ta clarté, ta tempérance, ta capacité à agir avec intégrité, même si le résultat n'est pas garanti. Lâcher le contrôle n'est pas abandonner, c'est mûrir. C'est la clé. Seul celui qui ose cesser de serrer le poing finit par découvrir qu'il n'avait besoin de rien retenir pour se sentir complet. 4. Fais confiance à l'ordre naturel de la vie. Je confesse que ce que j'ai le plus de mal à accepter, même après tout ce que j'ai lu et pratiqué, c'est cette sensation inconfortable de devoir lâcher prise et faire confiance. Il y a une partie de mon esprit qui résiste, qui soupçonne toujours que si je n'ai pas tout parfaitement calculé, quelque chose va mal tourner. C'est un mécanisme ancien, presque automatique. Face à l'incertitude, l'esprit veut construire des garanties, même si elles sont imaginaires. J'évalue des possibilités, j'anticipe des menaces, je conçois des plans de secours dans ma tête, comme si cela me donnait le pouvoir d'influencer le résultat. Mais au fond, je sais que c'est un piège. L'anxiété ne prévient rien, elle épuise seulement. Je réalise que tant que je m'accroche à la nécessité de savoir comment les choses vont se terminer, la seule chose que j'obtiens
est de vivre dans un état de vigilance constante, épuisant la peu d'énergie que je devrais utiliser pour ce que je peux réellement contrôler. Ma réponse intérieure. Le problème, c'est que, peu importe combien j'essaie de me convaincre que j'ai le gouvernail, la vie trouve toujours un moyen de me rappeler son autonomie. Aucune quantité de calcul ou de planification ne peut empêcher le monde de bouger à son propre rythme. L'ordre naturel a ses propres règles, et ce qui semble un contretemps s'avère souvent n'être qu'une étape nécessaire d'un processus plus vaste, qui échappe à ma compréhension momentanée. Voilà le conflit. L'esprit veut de l'immédiateté, des résultats rapides, des explications closes. Mais la réalité est patiente, implacable, et ne s'adapte pas aux caprices de ma peur. La véritable maturité exige de reconnaître la limite de mon influence. Accepter que, bien que mes actions comptent, le dénouement sera toujours une combinaison de ce que je fais et de ce que je ne peux pas prévoir. Cette acceptation, au lieu de me fragiliser, est ce qui me libère. C'est la ligne qui sépare l'obsession de l'équilibre. Le stoïcisme ne demande pas de résignation, mais une confiance active. Il ne s'agit pas de croiser les bras en attendant que tout se règle tout seul, mais d'aligner l'effort avec la réalité, sans forcer ni saboter le processus. Faire confiance à l'ordre naturel de la vie, c'est abandonner le rôle de marionnettiste et assumer celui d'un participant lucide qui fait sa part, et ensuite lâche prise. Quand j'essaie, je remarque que la peur de perdre le contrôle se transforme peu à peu en une étrange tranquillité, comme si cesser de lutter contre l'inévitable me redonnait une énergie qui était auparavant séquestrée par l'inquiétude. Cette énergie se transforme en clarté, et à partir de là, les décisions pèsent moins, les erreurs ne m'écrasent pas, et les réussites ne m'enivrent pas d'illusions d'omnipotence. Fais confiance au processus, pas au résultat. C'est la phrase que je me répète lorsque l'impulsion de tout contrôler menace de revenir. J'observe que lorsque je permets aux choses de suivre leur cours, sans manipuler chaque variable, la vie me surprend souvent de manières impossibles à planifier. Il y a un rythme souterrain dans les événements, une intelligence qui se manifeste lorsque je cesse d'interférer par peur. L'ordre naturel est ce mécanisme silencieux qui équilibre ce qui semble chaos en surface. Les stoïciens parlaient du logos, ce principe directeur qui organise l'univers. Aujourd'hui, je pourrais dire que c'est la confiance que chaque expérience a sa place, même si je ne comprends pas pourquoi sur le moment. L'univers s'ordonne tout seul, toi, ordonne-toi simplement. Cette phrase courte, presque brutale, me rappelle que l'effort authentique est interne, pas externe. La clé est d'observer mes propres résistances, de réaliser comment la tentative de contrôler n'est qu'une stratégie d'autodéfense face à la peur. Si j'accepte cette peur sans la cacher, ni la déguiser en rationalité, je commence à lâcher prise. Le détachement devient alors une conséquence naturelle de la confiance, pas une pause forcée. Je fais confiance parce que je sais que ce qui m'appartient vraiment ne peut être arraché par aucune circonstance externe. Et ce qui ne m'appartient pas, même si je le poursuis avec désespoir, m'échappe inévitablement. L'abondance ne vient pas à ceux qui luttent contre la vie, mais à ceux qui s'entraînent à couler avec elle sans perdre leur centre. Quand je cesse de lutter contre l'ordre naturel, je cesse de vivre en dette envers ma propre tranquillité. C'est l'investissement le plus rentable, faire confiance et lâcher prise. Parce qu'au final, seul celui qui ose faire confiance se repose vraiment. 5. Pratique la gratitude sans attente. À la fin de la journée, alors que tu enlèves tes chaussures et laisses tomber tes vêtements sur une chaise, il y a un instant où le silence s'installe dans la pièce. La lumière tamisée dessine des ombres sur le mur. L'air sent quelque chose de familier. Peut-être le détergent des draps, le dernier café de l'après-midi, le parfum de quelqu'un qui n'est plus là. Et tes mains restent immobiles, posées sur tes cuisses, comme si elles ne savaient pas très bien quoi faire. Il n'y a rien de spécial qui se passe, juste la fin d'une journée de plus, la routine habituelle. Pourtant, là, dans cet espace presque invisible entre l'épuisement et le repos,
apparaît une décision que la plupart des gens négligent. Remercies-tu pour ce qui a été ou t'arrêtes-tu pour énumérer ce qui a manqué? Tu n'as pas besoin de cérémonie ni de grands discours. Il suffit du geste simple de regarder tes propres pieds, reconnaître qu'ils t'ont amené jusqu'ici, sentir le battement constant dans ta poitrine et accepter que, même si tout ne s'est pas passé comme tu l'espérais, tu es toujours debout. C'est le terrain fertile où la gratitude peut s'enraciner, mais seulement si elle est sincère, seulement si elle se pratique sans attendre rien en retour. Le piège le plus courant est de transformer la gratitude en une monnaie d'échange, une sorte d'investissement émotionnel, en attendant des dividendes invisibles. Je remercie pour que demain tout se passe mieux. Je remercie parce que ainsi, on m'a dit, l'univers me le rendra. Ce n'est pas ainsi. La gratitude authentique ne négocie pas, ne calcule pas, n'exige pas. Elle ressemble davantage à nettoyer un verre sale. Cela ne change pas la réalité, mais cela change la façon dont tu la vois. Lorsque tu remercies sans attendre de récompense, c'est comme si tu aiguisais l'instrument avec lequel tu perçois le monde. Le café du matin ne devient pas plus cher, mais son goût s'intensifie. Le sourire fugace d'un inconnu ne change pas ton destin, mais te rappelle que tu es toujours connecté à l'humanité. Tu n'as pas besoin de faire semblant que tout est parfait, ni de te forcer à ressentir de la gratitude pour ce qui fait mal. Il suffit de ne pas négliger ce que tu as déjà. C'est là le véritable entraînement. Observer, remarquer, laisser le reconnaissance surgir sans pression. Il y a une usure silencieuse dans l'acte de remercier en attendant des résultats. C'est comme porter un sac à dos invisible chaque fois que quelque chose ne s'améliore pas. Chaque fois que la gratitude ne fonctionne pas comme tu l'espérais. Ce poids, cette déception, te serre la poitrine, te vole la légèreté. Le stoïcisme est brutal à ce point. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu reçois, mais la disposition intérieure avec laquelle tu te relis au présent. Tu ne remercies pas pour manipuler l'avenir, tu remercies pour te réconcilier avec ce qui est déjà. Le geste de dire merci, mentalement ou à voix basse, pour un repas simple, pour une conversation honnête, pour le simple fait de respirer sans douleur, est ce qui reprogramme peu à peu ta façon de traverser la vie. La gratitude est une forme d'intelligence, et celui qui la pratique sans attente entraîne son regard à détecter la richesse là où d'autres ne remarquent que la routine. Il est très difficile d'abandonner l'espoir secret que la gratitude va tout résoudre. L'esprit continue d'essayer de négocier, cherchant des garanties, attendant des miracles. Mais là se trouve la différence entre la gratitude stoïque et la gratitude naïve. L'une accepte la réalité, l'autre la manipule. Choisis la première. Si tu remercies le repos même si le travail de la journée n'est pas terminé, si tu remercies l'affection même si la relation n'est pas parfaite, si tu remercies le simple fait d'avoir surmonté une petite difficulté, tu es en train d'entraîner un muscle mental qui ne dépend pas du résultat. C'est cela le véritable détachement. Remercier même s'il n'y a pas de récompense. Reconnaître la valeur du petit sans exiger qu'il se transforme en quelque chose de plus grand. Ce soir, avant de dormir, prends une demi-minute pour passer en revue sans hâte 3 choses qui se sont produites aujourd'hui. Une que tu as trouvée difficile et que tu as surmontée. Une que tu tenais pour acquise et qui est toujours là. Une que tu n'as jamais demandée et qui t'a pourtant été donnée. N'attends pas que demain soit meilleur simplement parce que tu remercies. Fais-le parce que ta dignité réside dans la façon dont tu interprètes le présent, pas dans ce que tu reçois en retour. Là, dans cette habitude silencieuse, dans cette gratitude sans attente, se trouve la porte d'entrée vers l'abondance réelle. Remercie sans regarder l'horloge. Car seul celui qui remercie sans condition se libère du poids du manque et peut enfin reposer en paix. 6. Laisse la sérénité ouvrir des chemins. La sérénité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si tu crois encore que le calme est réservé à ceux qui ont déjà réussi, à ceux qui prétendument n'ont pas de problème, tu te mens à toi-même.
Le manque de sérénité est le mécanisme exact qui te maintient bloqué, répétant des schémas, justifiant tes échecs par des histoires de malchance ou de circonstances impossibles. Ce n'est pas le monde qui te bloque les opportunités. C'est toi-même qui fermes des portes avec ton agitation, ta méfiance, ta manie d'anticiper le pire. L'anxiété ne te prépare pas, elle te paralyse. La tension ne te pousse pas en avant, elle t'épuise. Il faut le dire clairement, la sérénité est la seule condition réelle pour que de nouveaux chemins s'ouvrent, car un esprit en guerre ne sait que détruire ce qu'il touche. Celui qui ne cultive pas la sérénité sème des obstacles. C'est la vérité qu'il faut accepter avant de chercher des solutions magiques. Beaucoup vivent convaincus que la vie est une succession d'obstacles à surmonter à force de nerfs et de vitesse, comme si la seule façon d'avancer était de pousser toujours un peu plus fort. Cette mentalité est la recette parfaite pour l'épuisement et la médiocrité. La peur te vend l'idée que si tu t'arrêtes, si tu lâches prise, tu vas rester en arrière, tu vas rater quelque chose d'important. Mais c'est tout le contraire. La précipitation aveugle, l'anxiété déforme et le bruit intérieur te rend incapable de voir les raccourcis, les sorties, les véritables opportunités. Celui qui agit depuis la sérénité voit ce que les autres ignorent. Il peut distinguer entre l'urgent et l'important, entre ce qui construit et ce qui ne consomme que de l'énergie. Ce n'est que depuis le calme que tu peux détecter les portes que le stress te maintient fermées. La sérénité est le levier invisible. Sans elle, tout effort devient maladroit, toute décision est remplie d'erreurs prévisibles. Ne te trompe pas. La sérénité n'est pas passivité ni résignation. C'est la capacité de rester lucide au milieu de la pression, de ne pas réagir par impulsion ni par besoin de prouver quoi que ce soit. Celui qui maîtrise son calme devient imprévisible pour la peur. Pendant que les autres s'épuisent à rivaliser en surface, tu économises de l'énergie pour les mouvements qui comptent vraiment. C'est aussi simple que cela. La sérénité ouvre des chemins parce qu'elle te permet de voir au-delà de la panique immédiate. Elle te donne une marge de manœuvre. Elle te permet de choisir avec clarté. La plupart échouent non pas par manque de talent, mais par manque de sérénité dans les moments critiques. Tu n'as pas besoin de plus de volonté ni de plus de plan, tu as besoin d'entraîner le muscle de l'équanimité. Et cet entraînement est brutal, car il t'oblige à lâcher ton addiction au drame, à cesser de justifier tes erreurs par la pression externe. L'auto-tromperie la plus dangereuse est de penser que la sérénité viendra lorsque tout sera résolu. Cela ne va pas se produire. C'est l'inverse. Ce n'est que lorsque tu cultives la sérénité que le désordre externe commence à s'organiser. Sénèque le dit clairement, celui qui attend que la mer se calme pour cesser de lui faire peur ne quitte jamais le port. C'est ton état interne qui modifie l'environnement et non l'inverse. C'est pourquoi la prospérité arrive lorsque tu cesses de te battre contre ce que tu ne peux pas changer et que tu te concentres sur ce que tu peux gouverner. Ton attitude, ton approche, ta façon d'interpréter ce qui se passe. La sérénité ne t'isole pas, elle te donne accès à des ressources internes que la plupart ne savent même pas qu'elles existent. La vision s'élargit, les solutions apparaissent, et l'abondance coule comme conséquence de cette clarté. Cesse d'utiliser l'anxiété comme excuse, personne ne va te donner la sérénité. C'est une conquête quotidienne. Une discipline que tu entraînes chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu t'arrêtes avant de lâcher une plainte ou un jugement automatique. Tu n'as pas besoin d'attendre des signes de l'univers. Tu dois forger le caractère nécessaire pour que n'importe quelle circonstance devienne un terrain fertile. La sérénité est la clé maîtresse. Si tu ne l'as pas, ne te plains pas que les portes restent fermées. La prospérité naît dans l'esprit qui sait attendre, qui résiste à l'impulsion de se saboter et qui ose faire confiance à son propre processus. C'est ainsi que s'ouvrent les chemins que la peur te refuse. 7. Cultiver la cohérence entre l'esprit et l'action. Certaines personnes avancent dans la vie comme si elles avaient deux engrenages internes tournant dans des directions opposées. Ce qu'elles pensent et ce qu'elles font ne s'alignent jamais vraiment.
Le résultat est une usure silencieuse, presque comme un moteur qui consomme plus d'énergie qu'il n'en produit, laissant à la fin de la journée une sensation d'épuisement disproportionnée par rapport à l'effort réel. Cette dissonance, cet écart entre ce que votre esprit reconnaît comme précieux et ce que vos actes finissent par exécuter, est l'un des principaux drains de votre abondance intérieure. Ici, peu importe la quantité d'objectifs que vous vous fixez, ni l'intensité avec laquelle vous poursuivez vos buts, mais plutôt l'alignement entre vos principes et vos mouvements quotidiens. Lorsque l'esprit va d'un côté et les actions de l'autre, toute possibilité de prospérité se dilue dans des contradictions invisibles, dans de petites trahisons quotidiennes qui, bien qu'elles semblent inoffensives, accumulent une dette dans votre compte émotionnel. La cohérence n'est pas une qualité tape à l'œil, ni un talent réservé aux virtuoses. C'est avant tout un exercice d'honnêteté brutale. Analysez-le. Chaque fois que vous retardez une décision que vous savez nécessaire, chaque fois que vous acceptez un engagement qui ne correspond pas à vos valeurs, chaque fois que vous agissez par inertie et non par conviction, une micro-fracture se produit dans votre structure interne. Cette fracture ne se remarque pas immédiatement, mais elle finit par affaiblir votre caractère et par intoxiquer le flux de sérénité dont vous avez besoin pour que l'abondance ait de l'espace. Votre prospérité est liée à votre congruence. Si vos paroles et vos actes se bifurquent constamment, l'univers et votre propre esprit cessent de vous faire confiance en tant que canal de réalisation. Car la confiance, même la confiance en soi, ne se construit pas avec des discours, mais avec des actes répétés qui confirment ce que vous dites être. L'analyse approfondie de ce phénomène révèle un cycle vicieux. Plus vous vous trahissez dans les petites choses, plus il devient difficile de vous maintenir dans les grandes. L'esprit apprend vite et en détectant que vos actions contredisent vos idéaux, il commence à se méfier de vos intentions futures. Le résultat est double. Vous perdez de l'énergie à essayer de vous justifier et surtout, vous perdez la clarté pour décider du prochain pas. C'est ici que la plupart des gens restent bloqués à répéter des schémas, piégés dans la même boucle de promesses brisées et d'excuses sophistiquées. L'incohérence est le filtre sale qui déforme votre vision, non du monde, mais de vous-même. Lorsque vous vous habituez à cette distorsion, même l'abondance la plus évidente passe inaperçue, car votre attention se fragmente entre le désir de changer et la peur d'être honnête avec ce que vous faites réellement. La solution n'est pas grandiloquente, ni ne nécessite des efforts titanesques. C'est une discipline quotidienne d'observation et d'ajustement. Demandez-vous, et ce sera la seule question rhétorique de ce bloc, mes actions reflètent-elles vraiment ce que mon esprit considère comme important? Ou suis-je simplement en train de jouer à l'auto-justification? La carte mentale que vous devez construire ne repose pas sur des routes imaginaires, mais sur l'examen constant de vos propres mécanismes internes. Détectez où vous faites des concessions au confort, où vous vous sabotez avec de petits mensonges, où la peur du jugement des autres vous fait abandonner vos propres limites. C'est là que commence le véritable travail. La cohérence est l'architecture invisible sur laquelle repose toute prospérité durable. Sans elle, tout n'est qu'apparence. Avec elle, même les ressources les plus modestes se transforment en richesses durables. L'entraînement à la cohérence n'est pas confortable, car il exige de sacrifier l'image et d'embrasser la vérité. Mais c'est ici que se distingue celui qui cherche une abondance réelle de celui qui ne la désire que superficiellement. Un esprit cohérent est un esprit en paix avec lui-même, capable de soutenir des décisions difficiles sans vaciller sous la pression extérieure. La cohérence est une force accumulée. C'est une phrase qui mérite d'être retenue chaque fois que vous hésitez entre l'impulsion et le principe. Si vous voulez prospérer, cessez de négocier avec vos valeurs et commencez à agir comme si chaque petit geste était un investissement direct dans votre propre équilibre. Parce que c'est le cas. L'univers répond à l'intégrité, pas à l'apparence. Lorsque vous cultivez cet alignement, vos décisions prennent du poids
Votre parole retrouve de la valeur et l'abondance, loin d'être une promesse abstraite, devient une conséquence logique de votre propre ordre interne. 8. Repose-toi avec détachement et pleine confiance. Se reposer n'est pas fuir, c'est faire confiance. C'est le véritable filtre qui sépare ceux qui s'épuisent à essayer de forcer le destin de ceux qui, à la fin de la journée, peuvent lâcher prise et se livrer à la nuit sans culpabilité, sans compte à rendre à leur propre tribunal intérieur. Il y a une croyance silencieuse qui te sabote, l'idée que si tu ne gardes pas l'esprit